commence vraiment en fait le point de vue du jeu, je dirais avec un peu d'ironie, c'est que finalement c'est pas le point de vue du soldat, c'est le point de vue du fusil M1 Garand. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Géraud Létang, je suis agrégé docteur en histoire, je suis le coordinateur scientifique de la mission Libération, et vu que quand j'étais plus jeune je jouais à Ages of Empire, et ben il se trouve que c'est à moi qu'on a demandé d'analyser la scène du débarquement dans Call of Duty World War II. It's now or never. Hey, I wish I was coming home to her. Yeah, just wait till we hit Paris. Seems like a long way off. Alors déjà, les premières secondes, là, on est vraiment dans le point de vue américain du débarquement de Normandie. C'est le point de vue qu'on connaît beaucoup plus, parce qu'en fait, le cinéma est passé par là, la littérature est passée par là, les dessins animés sont passés par là, les BD sont passés par là. On pourrait tout aussi bien avoir un point de vue britannique ou canadien. Mais ce qu'on voit, c'est que malgré tout, pour un jeu qui vise le plus grand public possible, on a choisi des soldats américains. You need to stay low and do not bunch up. Stick to your training, you're gonna make it through. Alors, c'est non seulement un point de vue très américain, mais en fait c'est un point de vue qui ressemble beaucoup au cinéma, ce qu'on va voir. Là, par exemple, on a vraiment repris l'esthétique, la dimension du soldat Ryan, c'est-à-dire on a un point de vue de la barge du débarquement, de la péniche de débarquement qui arrive vers la plage et qui va être confrontée aux défenses sur la plage et à l'artillerie allemande, à la riposte qui se passe à ce moment-là. Alors, on en reparlera après, mais là, rien que quand on voit le titre, qu'on voit ces plages normandes France, ben, chaque plage, c'est pas les mêmes. Là, je pense qu'on va plutôt à Omaha Beach plutôt qu'à Utah Beach. Je vous expliquerai pourquoi quand on verra les premiers morts. Daniel, got a light? Sure thing. Avant que ce long chemin d'hémoglobine sur la plage commence, on peut déjà dire plusieurs petites choses sur ce groupe de soldats américains. On voit que les concepteurs du jeu, ils ont fait quelque chose d'assez malin. Ils ont voulu montrer la dimension d'intimité. On a vu un journal intime, un moment où on allume une cigarette avec un briquet. On voit qu'il y a cette réflexion sur le quotidien, la banalité. Donc ça, on voit que c'est bien vu parce que oui, il y a une banalité. Un soldat, il a une dimension d'intimité, même au cœur de la violence la plus grande. Et ça intéresse les historiens. Par contre, le point qui me gêne un peu plus, c'est que par exemple, si on cherche sur les uniformes, on voit pas, par exemple, d'insignes. Ce serait important pour nous de savoir ces insignes quand on est historien. Parce que par exemple, si on part du principe que ces soldats américains vont débarquer sur Omaha Beach, il faudrait qu'on voit l'insigne de la première division de l'infanterie, celle qu'on surnomme la Big Red One, qui fait partie des troupes d'infanterie les plus aguerris, les plus expérimentés, ou s'ils font partie de la 29e division d'infanterie américaine, parce que eux sont totalement inexpérimentés. Le haut commandement américain a décidé de faire une espèce d'alliage, une espèce de mélange entre des troupes expérimentées et des troupes inexpérimentées. Pourquoi font-ils cette espèce de mélange entre ces troupes qui ont vraiment des expériences de combat très différentes? C'est qu'elles espèrent qu'il y ait une bonne symbiose, que les troupes expérimentées montrent de suite aux inexpérimentés comment ça marche, quels gestes il faut faire et qu'ils puissent se caler sur eux, et de l'autre côté que les troupes inexpérimentées entraînent avec une forme d'allant, parce qu'ils ont beaucoup attendu ce moment, etc., des troupes expérimentées qui pourraient craindre ce qui va se passer. Alors, on voit qu'à Omaha Beach, ça marche pas du tout. C'est ce qui explique, c'est un des nombreux facteurs qui explique cette différence d'expérience du combat, et ce qui explique le fait qu'il y ait un taux de perte très important. Et ça, eh bien, on le voit pas. C'est un groupe qui est très homogène. On a même du mal à voir les grades. Quand je cherche sur cette barge, sur les uniformes, je vois pas trop où sont les officiers, où sont les sous-officiers, où sont les simples soldats. Pourtant, c'est important. C'est la masse de soldats qui débarquent, même celle qui est uniquement dans une péniche de débarquement, elle est très hiérarchisée. Ça fait partie de la formation militaire, ça fait partie de l'expérience du combat, cette dimension hiérarchique. Get your head down and keep moving!
Alors, cette scène où on vient d'entendre ce soldat américain qui dit Keep moving, elle est plutôt bien vue, puisque quelque chose qui va avoir un rôle très important pour les troupes américaines qui débarquent, c'est que les officiers vont avoir ce rôle d'entraînement de leurs troupes, de galvaniser les troupes même si ça se passe pas comme prévu. Ça va être une des clés en fait de la réussite du débarquement, c'est que en fait il y a eu un effet sur la plage d'entraînement par les officiers subalternes, donc les lieutenants, les capitaines qui sont sur la plage, de vouloir entraîner leurs troupes derrière eux. Et finalement, en fait, les défaillances du haut commandement ont pu être en partie comblées par je dirais, ce sens de l'improvisation, cet effet d'entraînement qu'ont ces officiers. Donc d'où l'importance aussi de voir qui est un officier, qui au contraire est un simple soldat. Bangalore and get to the seawall! Daniels! This is what you trained for! Alors, on voit du sang, on voit des blessés, on voit des membres coupés, c'est la guerre, ça meurt, oui, c'est vrai. Pourquoi Omaha Beach l'emporte sur toutes les autres plages du débarquement? En réalité, c'est une question de taux de perte. Les pertes, donc, au niveau militaire, c'est les tués, les blessés, les soldats qui ne sont plus en état de combattre à la fin de la journée. À Omaha Beach, le taux de perte il est de 8,8%. Si on compare avec la plage américaine d'à côté, Utah Beach, donc celle qui clôt le secteur américain, à Utah Beach, ils sont à 1,3%. Si on va côté britannique, côté canadien, sur Juneau, Sword, pour prendre les autres plages du débarquement, on est entre un taux de perte de 2 et 3%. Donc c'est pour ça, et c'est pour ça que le cinéma, notamment le Soldat Ryan, comme les jeux vidéo insistent sur le sang, les blessés, les pertes, les balles qu'il y a sur la plage d'Omaha Beach, c'est parce qu'il y a cet effet de distorsion en fait. C'est que là où il y a eu le plus de pertes, c'est à Omaha Beach. Malgré tout, il faut remettre en perspective ces pourcentages. Certes, à Omaha Beach, il y a eu beaucoup plus de pertes que sur les autres plages du débarquement. Donc, comme je disais, un taux de 8,8%. Si on compare à des batailles de la Première Guerre mondiale, la bataille de Verdun, par exemple, on a un taux de perte de 21%. Donc, il y a certes évidemment des morts, il y a un taux de perte plus élevé par rapport aux autres plages, mais ce n'est pas non plus une des boucheries, une des batailles les plus sanglantes et de la Seconde Guerre mondiale et des guerres de la période contemporaine en général. Alors, là aussi, un bon point au concepteur du jeu, c'est le char Dédé que nous venons de croiser à cet endroit. Les Américains autant les Britanniques avaient fait le choix d'inventer ce qu'on appelle les Hobart Funnies, c'est-à-dire tous ces engins pour déminer la plage, pour gêner l'artillerie, pour enlever tous ces obstacles-là que croisent les Américains. Les Américains avaient fait un autre choix, c'était d'embarquer avec eux des petits blindés amphibies, donc qui puissent tenir à la fois dans l'eau et qui puissent avancer sur la plage. Et le problème, et comme c'est très bien vu là-dessus, les 2 tiers, je crois, de ces blindés ont été, dès les premières heures de l'opération, coulés ou embourbés, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas servi à grand-chose. C'est ce qui explique aussi le taux de perte dont je parlais parmi tous les facteurs qu'on voit au fur et à mesure de cette vidéo. On meurt, on tue, on perd des camarades, mais ça avance quand même si on suit le jeu vidéo. Avant que ces soldats américains n'aillent à l'assaut des premières positions allemandes, peut-être un rapide mot sur ce qui se passe là. Qu'est-ce qui manque? Mais à la limite, ça on peut pas en vouloir aux concepteurs des jeux vidéo, c'est une autre dimension, c'est les émotions de ces soldats. Certes, on les suggère avec une rapide prière face à un camarade mort, mais où est la peur là-dedans qui les guide? Aujourd'hui, les historiennes et les historiens de la Seconde Guerre mondiale essaient beaucoup plus d'intégrer cette question des émotions.
c'est pas nouveau. En fait, ça vient de l'étude qu'ont fait beaucoup de mes collègues du traumatisme en guerre, où c'est devenu un sujet d'histoire non seulement bien établi, mais classique et même incontournable quand on fait de l'histoire de la guerre et de la violence de guerre. C'est une clé de compréhension du conflit. Mais c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le jeu vidéo, parce que finalement, c'est pas tant l'émotion du soldat qui intéresse que les émotions et les sensibilités du joueur ou de la joueuse qu'il y a derrière. Par ailleurs, on voit, ils ont tous voilà, les mêmes expressions de visage, la même tête, parce qu'il y a cela. C'est pas qu'un problème qui s'adresse aux jeux vidéo. Par exemple, aujourd'hui, des reconstituants, donc des gens qui sont très attentifs à trouver les mêmes armes, les mêmes tissus, les mêmes postures, les mêmes véhicules, les mêmes matériels, le même armement qu'avaient les soldats de l'époque, ça reste des gens de notre époque qui vont réagir avec leurs émotions, avec leur expérience d'aujourd'hui. C'est pour ça que ce sera toujours ces émotions, ce rapport à la violence à travers la sensibilité, c'est ce fossé qu'il y aura entre nous et des contemporains qui ont véritablement été confrontés à la violence de guerre, aux pertes et à tous ces traumatismes dont je parlais. Ça y est, nous sommes dans les défenses allemandes de cette Festung Europa, cette forteresse Europe qu'Hitler présentait à grand renfort de propagande. Alors, commence vraiment en fait le point de vue du jeu, je dirais avec un peu d'ironie, c'est que finalement c'est pas le point de vue du soldat, c'est le point de vue du fusil M1 Garand, à l'évidence, donc qui était le fusil standard de l'armée américaine, et c'est à travers lui qu'on va vivre la guerre, à travers les moments où on tire, les moments où on tue, les moments où on blesse. Alors, on voit déjà une différence entre les soldats. Autant on s'attache à donner un visage, à donner des paroles, à donner une intimité aux soldats américains, là c'est pas le cas aux soldats allemands. Donc on voit déjà que nous sommes côté américain, mais à partir du moment où on s'est embarqué avec eux dans la péniche de débarquement, c'était prévu comme ça. On voit les Allemands absolument pareils, totalement entre... ils se ressemblent tous, là aussi, pas de différence de grade, d'unité, etc. Pourtant, il y a des vraies différences chez les Allemands. Ne serait-ce que parce que dans les défenseurs qu'il y a sur la plage d'Omaha Beach, il y a des soldats allemands qui viennent des limites de ce qui était à cette époque-là le Reich nazi, mais vous avez aussi plein de Slaves, comme disaient dans leur catégorie raciale les nazis, qui en fait étaient recrutés en Europe de l'Est sur les territoires de l'Union soviétique pour servir dans ce qui s'appelait les Osttruppen, c'est-à-dire tout simplement en allemand les troupes venues de l'Est. Donc ils étaient faits prisonniers et on les incorporait dans l'armée allemande pour servir comme dans des batteries, par exemple des batteries côtières, pour permettre à des troupes allemandes plus expérimentées d'aller se battre. Donc en fait en réalité... ces Allemands-là qui meurent et que ces soldats américains quand ils crient avant de mourir, ils sont peut-être en uniforme allemand, mais ils vont pas crier forcément en allemand. Ils vont crier en russe, en ukrainien, dans plein d'autres langues d'Europe de l'Est, parce qu'il y a tous ces supplétifs slaves recrutés là au nom de catégories raciales, avec un objectif de décharger les armées allemandes et de les couper en fait, en les mettant à l'ouest sur l'Atlantique du Reich, de là où ils ont été faits prisonniers ou là où ils ont combattu. L'historien que je suis est obligé de s'interroger un petit peu sur cette tranchée. Qu'est-ce qu'elle est belle cette tranchée? On dirait une tranchée de la Première Guerre mondiale plus que de la Seconde. Pour sortir d'Omaha Beach, le but était de créer 3 sorties de plage et d'augmenter ce qui s'appelle la tête de pont, c'est-à-dire la zone contrôlée par les Alliés au soir du 6 juin 1944. Le but étant, c'est pas tant de gagner des territoires pour gagner des territoires au soir du 6 juin, c'est d'avoir de la place pour débarquer pour tout le matériel pour ensuite passer à l'offensive. Donc là, ces tranchées, elles sont vachement trop bien organisées.
alors elles raviront sans doute l'amateur de jeu qui va chercher des tireurs aux quatre coins derrière un poteau, derrière un piquet, mais c'était pas si bien organisé, hein, le 6 juin 1944. De même, les très belles positions de batterie qu'on a vues un peu plus tôt sur la plage, non, elles n'étaient pas en si bon état, parce que déjà il y a eu un bombardement aérien. D'autre part, elle n'était pas si puissante. En réalité, ce qui fait aussi beaucoup de dégâts dans les troupes alliées qui débarquent, c'est pas seulement les gars qui sont dans des positions en haut des dunes. C'est en fait toutes les batteries à très très gros calibre qu'il y a dans l'arrière-pays, un peu plus loin, à quelques kilomètres de la côte. Par exemple, si on prend l'exemple de la Normandie, des batteries comme celle de Merville, comme celle de Longues-sur-Mer, qui depuis, je dirais, l'arrière-pays, tirent sur la flotte alliée et sur les troupes qui débarquent. Et donc c'est pour ça que, en fait, l'aviation alliée va choisir de bombarder ces batteries de l'arrière-pays plutôt que de bombarder les plages. C'est pour ça aussi qu'il y a tant d'obstacles qui restent. C'est pour ça que les soldats américains qui ont débarqué ont été confrontés à ce feu qui leur arrive dessus et à tous ces obstacles sur la plage. C'est parce que l'aviation alliée s'est concentrée sur les batteries à très gros calibre pour préserver la flotte et donc préserver ce qu'on appelle l'appui-feu, c'est-à-dire les avions et les bateaux qui tirent sur les ennemis pour vous permettre d'avancer. Alors, je vois un soldat qui désormais sort de la plage, et donc ce sera ma dernière intervention là-dessus, pour dire une chose importante après toute cette hémoglobine, tout ce sang, tous ces tirs, toutes ces rafales qu'on a fait ensemble. C'est que, en fait, c'est pas là que vont se faire le plus dur, le plus gros des combats. En réalité, nous, quand on pense débarquement, on pense plage du débarquement. En fait, il ne faut pas oublier toute la bataille de Normandie qui va suivre, où pendant tous les mois de juillet et d'août 44, c'est en fait dans les campagnes normandes, avec les haies dans le bocage, qu'il va y avoir le plus grand nombre de pertes pour les Américains, que des combats vont être très durs, parfois au corps à corps. Les plages l'ont emporté dans notre vision, dans notre mémoire collective. Pourquoi ? Parce que c'est là où on a décidé d'installer les cimetières, par exemple le cimetière de Colville-sur-Mer, et donc forcément, le cimetière étant à côté de la plage, on a l'impression que les tombes des soldats qui sont là sont celles de ceux qui sont morts pour la plage. Or non, par exemple au cimetière de Colville-sur-Mer, ce sont des morts de toute la bataille de Normandie. Et ce cimetière a mis beaucoup de temps à être créé, parce que précisément il a fallu amener les cadavres après la guerre pour les regrouper en venant de toute la Normandie. Donc c'est pour ça que les plages l'emportent à travers l'horreur des combats, à travers je parlais des taux de perte, etc. Mais il ne faut pas oublier que la bataille de Normandie ne s'arrête pas aux plages, elle dure longtemps, c'est là même ce qui va mettre en retard les Alliés, et donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, et il faut l'avoir d'autant plus en tête que dans la bataille de Normandie, il y a une catégorie de victimes que l'on ne voit pas sur les plages, ce qui est logique et normal, mais qui vont compter ensuite dans ce qui va se passer, ce sont les victimes civiles qui sont pris entre les feux alliés et les feux allemands, et qui vont jouer un rôle très important encore aujourd'hui dans la façon dont en Normandie, la mémoire de la guerre se structure.